Un certain nombre d'interventions de nos invités ont fait écho, je pense, pour beaucoup d'entre nous. On aurait pu se livrer d'ailleurs à un jeu, une espèce de quiz. Chacun n'aurait pas dit qui il était, il aurait fallu trouver de quel ministère il s'agissait. Je ne suis pas sûr que dans certains moments c'était peut-être un peu repérable, mais je ne suis pas sûr qu'à d'autres moments, certaines séquences, finalement, étaient indéfinissables. Ça aurait pu être dans n'importe quel ministère. Et puisqu'on parlait au-delà de nos frontières, il y a non seulement l'Europe, mais je parlais des vrais décideurs, semble-t-il, aujourd'hui. Une agence de notation, alors c'est une notation, c'est vraiment très, très archaïque, c'est même pas d'évaluation. Une agence de notation, je crois que c'est Moody's, avait annoncé que peut-être elle dégraderait de la France, mais peut-être pas, mais peut-être quand même. Et avec un argument qui m'a beaucoup saisi, c'était la France ne pourra pas faire face au maintien de son système social dans les nouvelles contraintes. Et alors, il y a eu bien sûr marqué de son onéreux système social. Dans ces contraintes, et effectivement, une question qui est posée au travers de tout ça, c'est la question du financement des services publics. Et je pense qu'aucune des organisations que l'on représente n'est inconscient de cet aspect des choses. Hein, on ne dit pas il n'y a qu'à, faudrait, etc. Il y a effectivement des réalités financières, budgétaires qui existent. Il y avait d'ailleurs un outil un peu paradoxal qui avait été construit à l'origine dans d'autres pays, parce qu'en fait aujourd'hui on nous réimporte et on nous recycle beaucoup d'idées qui viennent d'ailleurs en ayant complètement oublié de nous le préciser. La RGPP à l'origine, qui est une invention canadienne, certains d'entre vous le savent, était un débat public sur, dans les contraintes nouvelles, que veut-on obtenir, quelles sont les priorités de chacun des services publics, première question. Une fois qu'on avait répondu à cette question, de quelles ressources disposons-nous et desquelles avons-nous besoin? Ce qui est évidemment une entrée un tout petit peu différente de la RGPP à la sauce actuelle, où tout se fait en grand secret, les rapports sont secrets, les réunions sont secrètes, de temps en temps d'ailleurs sortent, alors après les agences de notation, c'est les écoles de conduite, des feux orange, jaune et vert et rouge, pour dire que telle question était réglée, et quand on est d'ailleurs sur le terrain, on est heureux d'apprendre que cette question est réglée parce que rien ne permettait de le savoir. Et en réalité, la RGPP, je crois que c'est un journaliste de Capital qui a écrit ça dans un article, la RGPP actuellement, c'est confier une tronçonneuse à un aveugle. C'est-à-dire, on coupe au hasard, voilà, sans se poser la question des conséquences. Il y en a deux qui partent en retraite, on en supprime un. Que faisait-il? Était-il utile, pas utile, etc. C'est une question qui effectivement n'est pas abordée. En fait, la restriction des moyens se fait sans se poser la question des conséquences de ces moyens, et notamment dans des activités comme les nôtres, qui sont très directement des activités de personnel. C'est-à-dire que dans la justice, dans la santé, dans la police, dans l'éducation, chacun saisit bien que le nombre de personnes est un élément absolument décisif. Et contrairement à ce qu'on nous raconte, les marges de manœuvre, d'optimisation, et je vous passe tout le vocabulaire d'accompagnement, n'existent pas véritablement. On ne dit pas d'ailleurs, je crois qu'aucun d'entre nous l'a dit, que tout avant était parfait, que tout était parfaitement utile, etc. Mais c'est pas ça dont il s'agit aujourd'hui. On supprime à l'aveuglette sans se poser les questions des conséquences. C'est pire que ça, on ne veut pas les voir, ces conséquences. On ne veut pas le savoir. Donc on renvoie sur l'encadrement le soin de faire au mieux, avec un immense avantage. C'est comme ce n'est pas la politique nationale qui est peut-être en cause. Si ça ne va pas quelque part, eh ben c'est que le commissaire, c'est que le directeur de l'hôpital, c'est que le juge, c'est que le chef d'établissement, c'est que l'inspecteur, lui, lambda, machin, X, Y, Z, n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire en tant que personne. Et effectivement, ce sentiment de culpabilisation des individus face à un dysfonctionnement en fait systémique est aujourd'hui une politique très développée, peut-être d'ailleurs très développée dans l'éducation nationale. Et si les corps d'encadrement sont épargnés, ce n'est pas forcément que du fait de bons sentiments. C'est aussi dans un tel système, on a besoin de renvoyer à des corps d'encadrement très peu nombreux, puisqu'ils représentent, tout compté, moins de 2% des personnels de l'éducation nationale, toutes ces responsabilités. Pendant ce temps, la dégradation du service public est quand même une véritable réalité. Ce qui était dit sur le brouillage statistique auquel on arrivait aujourd'hui, alors plus rien n'est publié,
n'est publié que ce qui correspond à la politique de communication du moment, ce qui fait qu'aujourd'hui, les seules sources, alors je ne sais pas ce qu'il en est, notre collègue de la justice évoquait des standards européens, mais dans l'éducation aujourd'hui, la seule source d'information sérieuse et fiable, ce sont les enquêtes internationales. Donc, je ne sais pas s'il y a la même chose ailleurs, et ces enquêtes internationales manifestent d'évidence une dégradation de la situation. Alors la dégradation n'a pas commencé en mai 2007, elle avait commencé avant. C'est-à-dire on assiste quand même à une franche accélération depuis quelque temps, et on a beau chercher dans ces enquêtes internationales quelque chose qui va bien. Quelle que soit l'entrée, la France est en situation de dégradation, étant un peu au-dessus de la moyenne, étant tombée un peu en dessous de la moyenne, y compris avec des détails tout à fait alarmants. Mais notre collègue de la santé, ça avait été évoqué dans notre réunion, évoquait la résurgence de maladies infantiles qu'on croyait disparues. On nous a tous rameutés sur la vaccination contre la rougeole et autres choses du même genre. D'ailleurs, je remarque que maintenant, pour la rougeole, on a au moins tenu compte de H1N1, puisqu'on nous renvoie tout en disant nous, on est incapable de faire, finalement. Faites donc la rougeole, vous saurez faire. Donc, dégradation réelle. Il y a une véritable dégradation des résultats. Elle est réelle, et toute la politique, effectivement, pour des gens qui sont très la performance, les indicateurs, c'est pour tout le monde, sauf pour eux, quand même. C'est-à-dire qu'en ce qui les concerne, c'est le brouillage statistique complet. Alors je crois que la police est absolument à l'avant-garde dans ce domaine, et nous profitons aujourd'hui pleinement des retombées statistiques, de ces statistiques dont nous savons tous qu'elles ne servent absolument à rien, sauf effectivement à être enrôlées à un moment choisi. Si l'enquête internationale s'alarme sur quelque chose, merveilleusement, l'ADEME découvre au fond d'un tiroir que tout compte fait, tout va mieux pour tel fragment de la population. Alors, ce qu'on peut dire en tant que personnel d'encadrement, c'est qu'il y a des décisions politiques qui appartiennent au pouvoir politique, qui n'appartiennent pas au cadre, ni au syndicat d'ailleurs, qui appartiennent au pouvoir politique. Voter des crédits d'État, c'est le fondement même d'ailleurs de la démocratie politique. C'est-à-dire toutes les démocraties politiques, la grande révolution anglaise de 1688 à la révolution américaine de 1776 jusqu'à la nôtre en 1789, ont bien comme fondement originel la question du consentement des citoyens au budget de l'État et donc aux objets du budget de l'État. Et j'en prendrai un exemple historique, le fond remonte toujours, puisqu'on parlait de la Première Guerre mondiale tout à l'heure, historiquement, le Parlement français n'a jamais déclaré la Première ni la Seconde Guerre mondiale, il a voté les crédits de guerre. Vous savez que c'est le vote de crédit qui crée la politique. Or, aujourd'hui, il y a une totale dissociation. Ni le pouvoir législatif, ni le pouvoir exécutif, et je dis bien ni le pouvoir législatif, parce qu'on a quand même tous l'exemple merveilleux d'élus qui ont voté un budget dont ils se lamentent des conséquences quand ils arrivent dans les conseils d'administration des établissements. Voter un budget, c'est assumer une politique. Or, ce qui est aujourd'hui insupportable pour l'encadrement, ce qui explique sans doute le phénomène de burn-out et tous les exemples qu'on a marqués, alors vous voyez qu'on n'est pas forcément... Il y a pire. Alors je ne sais pas s'il y a pire, parce que c'est pire, ou si c'est simplement l'avant-garde de ce qui nous attend. Je ne suis pas sûr que la deuxième hypothèse soit pas complètement écartée. On voit que cette politique n'est absolument pas assumée. Le pouvoir politique, et c'est peut-être le reproche majeur que l'encadrement peut lui faire, n'assume pas devant les citoyens les conséquences de la politique conduite et trouve toujours comme explication au dysfonctionnement le juge qui n'a pas fait ci, le chef d'établissement qui n'a pas fait ça, le commissaire qui n'a pas assumé cela. Et on a vu pour la justice d'ailleurs que ça avait été un déclencheur d'une sorte de révolte collective, puisqu'à un moment il est quand même insupportable de se voir reprocher les conséquences d'une politique qu'on n'a pas voulu et qu'au contraire dont on essaie de limiter les dégâts. Répétons-le clairement, il n'appartient pas à l'encadrement de remplir le vide politique à la place du pouvoir politique. Il appartient à l'encadrement de mettre en œuvre une politique qui est voulue par la représentation nationale. On est dans une démocratie politique, et le reproche, et je pense que le reproche collectif qu'on peut faire, c'est que ce n'est pas assumé. Et vous voyez que quel que soit le secteur d'activité, ce n'est assumé nulle part. Nulle part, aucun dirigeant politique n'ose assumer les conséquences de ce qu'il fait. Il est tellement plus pratique, évidemment, de jeter en pâture aux médias, le moment venu, tel ou tel, parce qu'il y a eu tel ou tel dysfonctionnement. Alors, pour répondre à une question qui a été évoquée, il est évident que
le CNPLN est probablement, parce que tout simplement il y a plus de personnel de direction que d'autres cadres d'encadrement, peut-être la première en nombre en ce qui concerne les organisations de cadres de la fonction publique. Et nous avons pris cette initiative parce que justement, il est important que chacun d'entre nous sorte de son petit champ, nous l'éducation, et donc il n'y aurait que l'éducation dans le monde qui serait la priorité centrale de tout, et les autres, ce ne serait pas si grave que ça, et que les problèmes qui se posent à nous ne sont pas des problèmes de l'éducation, ce sont des problèmes de politique générale, qui ont une traduction effectivement spécifique dans l'éducation, qui se décline d'une façon d'ailleurs finalement assez proche. On voit ceux qui n'ont pas d'établissement public, c'est encore pire que les autres, parce qu'il y a quand même une petite différence de tonalité entre les EPLE, les hôpitaux d'un côté, et la justice et la police de l'autre. Donc c'était quand même une bonne invention, les établissements publics. Ça joue manifestement un rôle d'amortisseur. Mais si on a pris cette initiative, c'était effectivement pour que l'on mutualise des difficultés, que l'on sorte du seul cadre de l'éducation pour aborder le problème, et notamment à la veille d'échéances que tout le monde connaît, le problème pour ce qu'il est, c'est-à-dire un problème en fait de politique, hein, tout simplement. Je voulais pour clore remercier tout d'abord Marine Baumard d'avoir animé de manière dynamique et efficace, en respectant, même les objectifs de performance sont dépassés puisqu'on est en avance. Remercier également nos invités, hein, qui ont bien voulu répondre. Ce que l'on souhaite, c'est qu'éventuellement on puisse poursuivre sous une forme ou sous une autre. En tous les cas, un travail de contact. Et puis merci à tous d'être restés avec nous cet après-midi.